Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Mathilde Seifert. Ça va Mathilde? Ça va super. En pleine forme. Oui. Et il faut, par notre invité du jour, vous allez le voir, c'est une encyclopédie vivante de la chanson française. À lui seul, il a écrit quasiment une centaine de livres sur le sujet, dont le dernier en date, paru chez Fayard, Nos années bonheur en chanson, tout un programme. Il est également présent tous les jours aux côtés de Cyril Hanouna. Et ça, c'est peut-être même encore plus un exploit que d'écrire une centaine de livres. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes chroniqueur, écrivain, grand spécialiste de la chanson française, je l'ai dit. Près de 100 livres, hein, vous les avez comptés? C'est à peu près, on n'est pas loin? Je suis à 60, celui-là c'est le 69e. 69e, ah ouais, c'est pas mal. Et il y a des déclinaisons. Des rééditions et des livres de poche, on arrive pas loin de 100. Ouais. On arrive à pas loin de 100. C'est un sujet intarissable, la chanson française, Fabien. Intarissable parce qu'il y en a tous les jours. Ouais. Et même dans notre génération, la nouvelle génération là, qui arrive, il y a d'excellents talents et de grands succès aussi, qui sont davantage communautaires par rapport à hier, mais ça reste quand même des grands succès pour une communauté. Alors c'est vrai que dans Nos années bonheur en chanson, il y a vraiment un panel assez large. Vous allez du début des années 60 jusqu'à quasi la fin des années 80. Ouais. Après, ça s'arrête. Est-ce que ça veut dire qu'après 90-2000, il n'y a plus rien de trouve grâce à vos yeux, Fabien? Ou est-ce que c'est trop tôt pour avoir du recul? C'est une question de signes et de nombre de pages pour un livre. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, j'avais fait déjà un précédent dictionnaire avec 1400 histoires de chansons, mais il faut écrire sur du papier Bible très fin, et avec des quatrièmes de couve qui sont quand même importantes, et d'autres couvertes du livre qui sont importantes. Donc non, c'est parce qu'on a voulu se limiter déjà, parce que aujourd'hui, ce dont on parle beaucoup dans les médias, c'est entre les tubes des années, on va dire, entre 58, 60 et 89, 90. Après, on arrive encore dans d'autres générations, les 90, 2000, 2010, 2020. Génération importante, avec peut-être pas autant de tubes, mais beaucoup de succès qui sont restés encore, qui sont inscrits dans les mémoires en tout cas. Et dont on va parler évidemment, et ça tombe bien parce que vendredi, nous recevions Emmanuel Kessler, vous savez, le président de LCP, et il avait une question à vous poser sur la chanson française. Je vous propose d'écouter Fabien et d'y répondre juste après. Bonjour Fabien, question toute simple. Il y a eu un âge d'or de la chanson française qui va des années 50 à la fin des années, au milieu des années 80. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, cet univers est aussi riche en qualité d'écriture, en qualité musicale, qu'il l'a été, ou qu'on a du mal à retrouver des talents du niveau des Brel, des Barbara, des Brassens, qui restent dans le mythe éternel de la chanson française? Je vais le prendre comme co-animateur bientôt, parce qu'il est parfait, il me fait mon enchaînement parfait. Non, c'est une excellente question, mais non, je ne crois pas que c'était pas mieux avant forcément. Je pense que tous les talents existent encore aujourd'hui dans les jeunes générations. Moi, j'adore par exemple dans les auteurs Abdel Malik, grand auteur, Gauvin Serre ou Grand Corps Malade, qui sont des grands auteurs au-delà de tout. Donc non, je crois que ça a toujours existé, les talents. C'est une question de génération. La question est bien posée, mais c'est une question générationnelle pratiquement. Parce que, et on n'écoute plus comme avant non plus. Non, on ne consomme plus la musique de la même manière. Moi, quand j'étais enfant, vous peut-être aussi Nicolas, quand vous étiez enfant, la musique c'était un loisir. Aujourd'hui, c'est devenu un service. C'est-à-dire qu'on veut tourner un bouton, on ne veut plus forcément payer, on prend un abonnement au mois, on a accès à toute la musique, et c'est génial. C'est autre chose. Le loisir, c'est plus la musique aujourd'hui, c'est le téléphone. C'est ça le loisir en fait. Le support physique. Voilà, les choses se sont déplacées, mais il y a autant de talents aujourd'hui qu'hier. Alors, à l'époque, c'était les pionniers. Barbara, quand on parle de Brel, Barbara, Ferré. Évidemment. Bien sûr que c'était les pionniers de l'après, on va dire, de l'après-guerre 39-45. C'est eux qui ont commencé à imprimer et à marquer d'une pierre l'histoire de la chanson avec des chefs-d'œuvre. Mais vous savez, prenez La Grenade de Clara Luciani, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Chef-d'œuvre d'écriture. Angèle aussi a fait 2 ou 3 titres qui sont gravés dans l'histoire de la musique, dont on se... faudra un peu le recul, c'est ça. Voilà, et puis surtout, les référents aujourd'hui, les gens qui ont 30 ans, leurs références, quand ils étaient petits, ils ont écouté To Be Free, évidemment, même si on n'ose pas le dire, mais c'était les chanteurs pour enfants de l'époque. Laurie, d'ailleurs on voit les retours d'Alizé ou de Laurie, qui ont eu aussi beaucoup de talent à un moment donné, dans leur génération. Absolument. Je crois qu'on ne peut pas... L'intérêt, il n'y a pas de mauvais artistes, il y a des publics différents, c'est pas pareil. Les 1,10 million de Francis Cabrel sont aussi importants pour moi que les 1,10 million de Laurie ou de To Be Free. C'est pas les mêmes publics. Et là, vous venez de faire la préface de votre prochain livre, Fabien, c'est ça, 90-2020. Probablement. Je l'ai fait déjà en avance. On va parler un instant de ce livre, on parlera de télé, de radio également, Fabien, ce sera après les news médias de Mathilde Seifert. Et
Et on démarre ces infomédias avec le générique de la Star Academy qui a été soumis à beaucoup de critiques. Oui, alors après une semaine d'existence seulement, il a déjà été modifié par la production. Pour rappel, une polémique avait enflé à la suite de la diffusion de la toute première quotidienne lundi dernier et l'oubli d'une des candidates, Léane, dans le générique de début. Cette erreur de montage avait été reconnue et rectifiée dès le lendemain. Pourtant, cette nouvelle version avait des chances d'être à nouveau modifiée, comme le confiait Jean-Louis Blot sur Europe 1. Et c'est chose faite. Ce dimanche, les téléspectateurs ont constaté un tout nouveau générique, plutôt que des images figées comme le précédent. Les élèves se présentent à la caméra en sortant du château et en échangeant quelques moments de complicité. Mais il fait lui aussi débat à cause de l'absence des prénoms. Mais oui, il n'y a sur plus ce de prénoms. générique, Ouais. il n'y a plus de prénoms. Oh, on ne les connaît pas encore bien en plus. On ne sait pas encore si c'était une erreur de synthé, montage, encore une fois, ou si c'était un choix délibéré. On verra ça ce soir. On va leur envoyer notre régie, ils seront très compétents pour le faire. Le regard que vous portez sur le retour de la Starac, c'est un vrai phénomène de succès. Starac sort à nouveau des chanteurs qui font un succès, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années. Ils avaient arrêté pour ça d'ailleurs. Mais moi, je suis pour d'une manière générale. Que ce les soit talent shows, globalement. Non, mais The Voice, La Nouvelle Star, enfin tous ces, ou le Starac. Moi, je suis pour parce qu'aujourd'hui, les artistes, d'une manière générale, souffrent d'un manque de vitrine. Il n'y a plus d'émissions pour les nouveaux talents. Aujourd'hui, on fait de la télé parce qu'on a un visage connu, mais si on n'a pas, on ne peut pas avoir de visage connu si on ne fait pas de télé. Déjà, les émissions de variété, ils sont vachement diminués. C'est un vrai souci. Moi, j'ai vu quand avec Patrick Sébastien, il a arrêté à ce moment-là les années bonheur, c'était une vitrine pour beaucoup de jeunes talents. Énorme, que ce soit Black M à l'époque, que ce soit même Gims, que ce soit des gens comme ça de ces nouvelles générations, qui a Gauvin Serre, entre autres aussi, ou même Vianney. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, quand on sort, on produit un disque, il n'y a plus de manière de faire connaître son disque. À part bien sûr les réseaux sociaux, évidemment, qui sont une nouvelle vitrine, mais il n'y a plus ces espèces de télé qui vous permettent de mettre en image. Et ça, c'est un vrai souci, à mon sens. Donc le talent show, c'est important. C'est pour ça qu'il faut conserver ces téléréalités, on va dire, mais qui sont des vitrines très importantes pour qu'ils existent. On continue ces news médias avec les confidences d'Amel Bent et notamment sur son casting de Nouvelle Star. Oui, alors justement, plus de 20 ans ont passé. Bah et oui, pourtant, déjà. La chanteuse s'en souvient encore comme si c'était hier. À 19 ans et après avoir raté plusieurs castings, elle s'est rendue au casting du télécrochet musical de La Nouvelle Star qui se déroulait à Lille. Et alors, pour y aller, la jeune femme a dû ruser. Elle s'est confiée auprès de Frédéric Lopez ce dimanche sur France 2. Et alors, ses notes étant en chute libre, sa mère a décidé de ne pas l'aider à financer le train pour aller à Lille. Ah oui. Et alors, elle confie, j'ai vendu 2 joggings qui étaient tout neufs, que je n'avais jamais portés, et un sweat. Et ce choix s'est finalement révélé être le tournant de sa vie, parce qu'après 3 mois d'émission et une défaite en demi-finale, elle avait finalement pu signer avec une maison de disques et devenir la Amel Bent qu'on connaît aujourd'hui. Oui, absolument. On se souvient d'elle dans Nouvelle Star, qui a lancé beaucoup de stars, Julien Doré notamment. Est-ce que vous, Fabien, ça vous plairait, vous avez vraiment une vraie expertise, de faire partie d'un jury comme ça? D'avoir été dans Nouvelle Star, dans The Voice. Alors vous n'êtes pas chanteur, mais vous savez juger une voix. Mais j'ai une telle expérience, j'ai vu tellement de gens sur scène, de Luis Mariano à Joséphine Baker, en passant par Balavoine, Clo-Clo, Brassens, les compagnons de la chanson, ou Coluche et tout. Effectivement, j'ai une telle expérience que j'adorerais dans un... Et puis ce qui est important, c'est cette démarche de donner la chance aux jeunes talents. Parce que c'est ça, encore une fois de plus, parce que c'est très compliqué, et il y en a de plus en plus, grâce à ces émissions de chant, concours de chant, il y a de plus en plus de gens qui se révèlent avoir aussi beaucoup de talent. Donc, et je me souviens d'un entretien... On n'est même pas obligé de gagner, Amel Bent n'avait pas gagné, Louane n'avait pas gagné non plus. Mais moi, ce qui m'émeut, c'est quand Amel Bent me raconte que, par exemple, elle a fait la queue au Virgin Megastore, à l'époque, magasin qui n'existe plus sur les Champs-Élysées, qui recevait Maria Carey pour signer pendant 2 heures des disques, et elle me dit, Fabien, j'ai fait 4 à 6 heures de queue pour entrevoir Maria Carey que je reproduisais dans ma chambre quand j'étais petite. Et pour moi, rien que de la voir et d'avoir une signature sur un bout de papier, elle me dit, ça a été un cadeau de la vie pour moi. Et je trouve ça c'est émouvant, quand on sait la carrière qu'elle a fait derrière. Absolument, ouais. C'est fini, Mathilde, pour les news. Il y en aura d'autres, évidemment, dès demain. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Fabien Lecoeuvre. Nos années bonheur en chanson, c'est le titre de votre dernier livre, Fabien, paru aux éditions Fayard. On y découvre les secrets de fabrication, d'inspiration de près de 300 morceaux devenus cultes. Quand on fait ce genre d'inventaire, j'imagine, vous me l'aviez dit en préambule, il y a des choix, il y a des dilemmes terribles à faire, quoi, dessus, sur le choix des chansons. Alors le choix, c'était très simple. J'ai pris pratiquement les 300 titres entre 60 et 90 qui ont fait 1 million d'exemplaires.
D'accord, ok. Bon, comme ça, vous savez, c'est les chiffres qui mettent d'accord tout le monde. Après, comme ça, je pars pas dans l'humeur de l'un va me dire ah oui, mais ça c'est quand même plus fort que ça, etc. Voilà. J'aurais voulu mettre par exemple Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas mise. Pourquoi? Parce qu'elle a jamais franchi le seuil des 1 million. C'est une chanson qui avait vendu à peine 53 000 quand la chanson est sortie. Incroyable. Qui après s'est placée sur le temps. Même la version de Muriel Robin, culte après. elle est géniale, la version de Robin, quand elle chante aussi la chanson pour les Restos du Cœur. Donc je pense que, non, j'ai voulu, c'est une sélection alors, qui met tout le monde d'accord. Voilà. Au moins, on l'a tous chanté, ces titres. Et alors, votre livre brouille d'anecdotes, certaines étonnantes, d'autres totalement inattendues. Par exemple, Poupée de cire, poupée de son, qui a permis à France Gall de remporter l'Eurovision en 65, a été composé par Serge Gainsbourg d'après une couverture de magazine. Mais alors, racontez-nous. Mademoiselle Achtendre, Gainsbourg va au kiosque à journaux. Il habitait pas encore rue de Verneuil, Gainsbourg. Il était boulevard Pereire à l'époque, parce que c'est Brigitte Bardot qui lui soufflera l'adresse de la rue de Verneuil, la loge de la Gardienne qui était à vendre. C'est une loge de Gardienne qu'il a rachetée, qu'il a améliorée après. Bien amélioré. Grâce à Bardot, à partir de 67-68. Et donc, en fait, il habite boulevard Pereire, il va au kiosque à journaux, il voit la couve de Mademoiselle Achtendre avec France Gall en couverture, qui était la petite Lolita, qui avait déjà fait quelques petits disques, N'écoute pas les idoles, Sacré Charlemagne, enfin, toutes ces chansons-là. Et c'est s'inspirant de cette jeune fille sur une palissade en bois orange qu'il a dit mais c'est elle qu'il me faut, et il a composé, écrit pour elle la chanson Poupée de cire, poupée de son. Elle représentait exactement l'époque, le côté idole naissante dans ce personnage de Lolita qu'elle fut, et qui après le même rôle de Lolita sera repris par Lio, par Vanessa Paradis. En fait, il y a une Lolita toujours par décennie. Et elle gagne l'Eurovision avec sa chanson de Serge Gainsbourg, ce qui est quand même incroyable. Alors il y a aussi des histoires marrantes. Moi, j'adore celle de Born to be Alive de Patrick Hernandez, qui sort ce titre sur un truc, ça marche pas du tout. Il pense même à retourner en Auvergne pour élever des vaches. Et là, il y a un miracle du disco qui se produit. Il tombe sur quelqu'un qui lui dit ta chanson, faut que tu la retravailles. Mais au départ, c'était du hard rock, surtout. Ah ouais, c'est ça. Presque du métal. C'est ça. Et personne n'en voulait. Aucune maison de disques n'en voulait. Et il y a un producteur. 78-79. Il y a un producteur qui habitait rue de Courcelles à Paris et qui faisait garder ses enfants par la future Madonna. C'est comme ça que ça s'est passé. Et qui lui a dit écoute, il y a le disco qui arrive à grands pas avec la France, parce que le disco est né en France. Les Bee Gees, là, qu'ils ont enregistré leur album. Claude François avait déjà fait Magnolia et d'autres. Absolument. Et les Bee Gees, les premiers, ont enregistré en France, au château d'Hérouville, un album qui s'est vendu à 27 millions dans le monde entier. Donc il a dit, fais-le en disco. Ils n'en ont pas voulu encore, les maisons de disques. Et c'est par l'Italie qui a pris le titre, qui est devenu numéro 1 en Italie, que les Français ont dit, mais il est génial le titre, et on va le prendre. C'est un Français. Et à partir de là, c'est devenu, c'était viral. Et à un moment donné, on ne peut pas arrêter le succès. Mais ce qui est troublant dans son histoire à Patrick Hernandez, immense talent évidemment lui aussi, parce qu'on ne fait pas des tubes comme ça par hasard à un moment donné. Et c'est que derrière, il a fait, je sais pas, 7-8 albums derrière. Rien. Personne n'en parle. Il vit de cette chanson-là. C'est-à-dire que, mais c'est comme ça, il est l'homme d'une chanson, mais ça peut arriver, ça arrive chez les auteurs. Et qui ne vieillit pas déjà depuis 40 ans, c'est fabuleux. Oui, c'est ça. Et alors il y a aussi l'histoire mythique de Comme d'habitude, composée par Claude François et Jérôme Revaux. Jacques Revaux. Jacques. Ouais, c'est Jacques. Oui, c'est pas grave. En maillot de bain au bord d'une piscine. Ouais. Ça, c'est vrai. L'histoire est vraie. En fait, l'histoire est vraie, mais surtout, la magie s'opère quand le père de Paul Anka, qui était l'éditeur de son fils, Paul Anka, qui était une star planétaire, pour le raconter, qui chantait depuis l'âge 1958, qui était l'idole de plein de gens, dont Paul Naref, entre autres, quand il était enfant. Et à un moment donné, il emmène 3 chansons aux États-Unis, le père de Paul Anka. Il ne s'arrête pas que sur Comme d'habitude. Il emmène Mon fils, la chanson qui viendra Mon fils, chantée par Johnny, composée aussi par Jacques Revaux. Et il emmènera Les Anges du matin, tube de Hervé Villard en 1970, qui a été emmené aussi 3 ans plus tôt aux États-Unis, et bien sûr Comme d'habitude. Et pourquoi Paul Anka, Sinatra s'arrêtent sur Comme d'habitude? Parce qu'il y avait des résonances très américaines dans la composition, évidemment, qui avait été composée 2 ans plus tôt, mais tout le monde avait refusé. Mireille Mathieu, Richard Anthony, Petula Clark, Michel Sardou, Hervé Villard. Tout le monde Claude François l'avait refusé en février 67, pour l'accepter finalement fin août, au moment où France Gall le quitte. On va dire, elle le quitte juste un peu avant l'été, aux alentours du 20 juin 1967. Sa chanson de rupture avec France Gall, en fait. C'est sa chanson de rupture. Et on sait bien que toutes les grandes chansons d'amour, Mathilde, vous le savez, naissent sur des ruptures, jamais sur des rencontres ou des bonheurs. Bah oui, c'est vrai. Alors justement, il y a une question que je me pose toujours, Fabien. Toutes les histoires qu'il y a dedans,
c'est vrai à 100% ou est-ce qu'il y a des légendes qui se sont créées au fil des ans, qui ont été comme ça entretenues? Par exemple, le synthétiseur déréglé de Jacques Revaux avec Sardou sur les lacs du Connemara. C'est vrai, en fait, ça fait une espèce de son de cornemuse, son synthétiseur ne marche pas et ils se disent c'est super. C'est vraiment une vraie histoire. Et je me souviens quand Dino Ferrer m'a raconté un jour, j'ai partagé une loge avec lui à Brie-sur-Marne et quand il me raconte l'histoire, le Sud, qui est un tube aussi très important, le tube de l'été 75, et c'est une histoire de jardinage. Vous savez, il fait livrer, il loue une maison à Rueil-Malmaison avec un jardin, il veut faire une roseraie, il va chez un horticulteur, il achète 300 rosiers qui lui sont livrés la semaine d'après. C'est les cajots, et puis il les plante jamais en terre, les rosiers. Et chaque fois que des amis viennent chez lui, ils lui disent, mais dis donc, c'est pas comme ça que ta roseraie va fleurir, mets-les en terre, ces roses. Il me dit, tu sais, ici, à tous les amis qui venaient dîner chez lui, ici, le temps dure longtemps. C'est le début de la chanson du Sud, parce que la chanson s'appelait Le temps dure longtemps au départ, et puis c'était compliqué comme titre à retenir, et ils ont simplifié avec le Sud. Mais sinon, c'est des vraies histoires que j'ai vraiment à chaque fois vérifiées, soit avec les auteurs-compositeurs quand c'était pas les interprètes, ou avec les interprètes eux-mêmes qui ont refusé. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est toutes les chansons qui ont été refusées par des gens, ça ne marchera jamais. De Ouragan, en passant par Laisse-moi t'aimer, en passant par des chansons comme L'Envie, puisque c'était Sardou, le premier qui l'enregistre. L'Envie, finalement, il en veut pas. Le géant de papier, etc. Il y a plein de chansons qui ont été refusées. Les gens ne croyaient pas, n'en voulaient pas. Et puis, bon, celui qui la prend derrière. A été refusé aussi au début par plusieurs chanteurs. C'est exactement ça. Ça, c'est le truc qui est magique. On ne sait pas pourquoi ça fonctionne avec quelqu'un et pas avec l'autre. Ça marche. C'est comme ça. Selon vous, quelle est l'histoire la plus dingue? Quelle est l'histoire de la chanson la plus folle? La plus folle, on en a parlé, c'est comme d'habitude, évidemment, parce que ça, c'est un conte de fées qui se réalise, qui est impensable au départ. Infaisable, même. Il n'y a pas une minute où la chanson n'est pas jouée. Le plus gros tube français de l'histoire dans le monde, voilà. Évidemment. Avec mais peut-être une histoire dingue, c'est Lolita, Moi Lolita, d'Alizée, qui est passée pendant une année, c'est-à-dire en 2001, devant, comme d'habitude à la SACEM, dans les chansons qui rapportent le plus de devises. Mais comme la chanson s'est vendue, Moi Lolita, à peu près, on va dire, dans 35 pays, donc à un moment en matière de devises, elle est passée devant comme d'habitude. Exceptionnellement pour une année, en 2001, qui est le tube de l'année 2000, et comme chacun le sait. Donc c'est dingue, mais c'est comme ça, parce qu'après c'est les chiffres, encore une fois de plus, qui vous imposent une chanson comme un succès ou pas. Alors, on va parler de télé aussi, Fabien, c'est votre autre occupation. Vous avez travaillé sur de nombreuses émissions, de Pain Soleil à Village Départ, évidemment, Nos années bonheur avec Patrick Sébastien, pendant 14 ans sur France 2, et puis TPMP sur C8. J'imagine que l'arrêt de C8, ça c'est quelque chose d'inédit que vous avez vécu dans l'histoire de la télévision. Ouais, vous n'aviez jamais connu ça, à part des faillites évidemment, ou des dépôts de bilan comme la 5. La 5, etc. Non mais c'est inédit. C'est inédit, c'est absolument incroyable. Dans l'histoire de la télévision, évidemment, ça ne se reproduira peut-être plus jamais, comme ça ne s'était pas produit avant. C'est comme ça, c'est une décision... C'est-à-dire qu'il y a un problème de liberté d'expression en France ou pas, selon vous? Il y a un problème de démocratie, oui. De démocratie. Qui est devenu plus une autocratie aujourd'hui qu'une démocratie. Parce qu'on a peur justement de l'expression du peuple. Je pense qu'on en a peur parce que pour les économistes, pour tous les Mozart de la finance, on ne veut pas trop avoir l'avis du peuple, à mon sens. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Sans faire politique, je dévoile rien, mais on a peur d'envoyer les gens aux urnes. Il y avait sur TPMP avec Cyril Hanouna la voix du peuple, un peu, c'est ça? C'est un peu ça. Et lui, il a ce génie comme ça, à mon sens, de donner un micro à des minorités qui sont réellement des majorités, mais qu'on ne veut pas entendre. Voilà, c'est-à-dire, et ça c'est très révélateur aujourd'hui de notre système, de notre époque. C'est comme ça, ça va basculer, on le sait que ça va basculer, parce qu'on ne peut pas tenir à un moment donné un peuple comme ça, avec un couvercle sur la tête, pendant des mois et des mois et des mois. Bon, on le sait. Justement, vous avez trouvé refuge sur W9 avec Cyril Hanouna dans Tout beau tout neuf. Quel bilan faites-vous après ces 2 mois d'émission? Alors moi j'interviens sur les dernières 40 minutes de l'émission, comme je le faisais d'ailleurs sur TPMP à l'époque, puis sur les box. Absolument. Donc bon, moi j'ai un bilan très sympathique, parce que d'abord, même si les rédactions ont changé, mais c'est les mêmes équipes en tout cas, la plupart, c'est la même ambiance, Cyril qui mène ça de main de maître. Les gens attendaient évidemment ce que je faisais avec lui sur TPMP, aux côtés de Michel Marie, parce qu'on faisait un peu cette espèce de trio entre Michel Marie, Cyril et moi. Et puis les gens ont retrouvé ça aussi, quelque part, à la fin maintenant de Tout beau tout neuf. Les gens, en fait,
je crois que les histoires que je raconte... Les audiences sont bonnes, hein, d'ailleurs. Hein, sont plutôt bien, très bien. Ça a bien démarré, évidemment. Mais les gens, en fait, c'est toute la magie d'un Cyril Hanouna. C'est-à-dire que moi, mes histoires sont des prétextes, sont des leviers, on va dire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin, les dernières 40 minutes? Quand on s'est tapé les chaînes d'infos toute l'après-midi et toute la fin de journée, ils zappent à un moment donné sur la 9 et ils veulent voir le show de Cyril Hanouna qui fait des commentaires sur une actu qui peut être parfois très grave. Avec Michel Marie, c'est grave. Évidemment, c'est plus light, c'est vrai. Mais qui est alterné quelque part avec une actualité, souvent que je donne avec mes correspondants que je peux avoir à Los Angeles, à Montréal, à Sydney en Australie, en Allemagne, en Italie, etc. J'arrive à sortir des infos qui seront d'ailleurs la semaine prochaine dans les journaux, spécialistes en ça. Et qu'on retrouve. Alors il y a beaucoup d'observateurs qui trouvent que Cyril Hanouna est un peu plus en retrait, un peu plus distant, peut-être un peu bridé dans ses envies. Vous qui le connaissez bien, vous le sentez un peu frustré de ne pas pouvoir parler de politique? Il y a eu des consignes assez claires à M6. Non, c'est simplement la rédaction qui a déplacé les sujets. Mais ça lui arrive encore, Cyril, de donner un avis politique quand il est général ou quand il est réfléchi par le plus grand nombre. En tout cas, il n'y a plus de polémique, plus de clash, plus d'insultes. Parce qu'il n'y a plus les mêmes débats dans la ligne éditoriale. D'accord. Mais ça peut revenir. Non, vous pensez que ça peut revenir? Oui, quand il donne son avis, par exemple, sur l'emprisonnement du président Sarkozy, bon, il le donne largement. Ça s'appelle de la politique. Hein. Mais il le fait aujourd'hui avec des témoins qui viennent parler, etc. Non, tout ça est fait très habilement. Il n'a pas de bride, comme on a pu le lire et tout ça. Moi, je le revis. En tout cas, là où de mon poste, je ne le ressens pas du tout. Je peux parler de tout et n'importe quel fait divers qui peut être royal, républicain, politique, peu importe. J'ai aucune consigne. Bon, il y a des mots qu'on ne peut pas dire à une heure d'écoute, etc., etc. Moi, je fais très attention à ça dans mon discours. Je ne prononce pas certains mots, comme le mot sexe, par exemple. Bon, je dis jouet. Bon, pourquoi? Alors ça fait rire tout le monde, ça bien sûr, évidemment, parce qu'on comprend ce que vous vouliez dire. Mais Fabien, tout ça, c'est un jeu de rôle, mais parce que voilà, on se doit à un moment d'un langage télévisuel. Point, c'est tout. Mais c'est pas de la bride pour moi. Non, j'ai aucun souci là-dessus. Et alors, vous êtes également avec Cyril Hanouna dans Tout Beau Tout Fun tous les jours de 15h à 18h sur Fun Radio. Là, vous pouvez vous lâcher sur l'antenne et parler de chansons vraiment comme vous l'aimez. Ça vous plaît aussi ce double. Encore une fois, plus cette casquette, c'est d'arriver entre 17h et 18h. Je raconte les potins du jour qui concernent le public, évidemment, de Fun Radio, qui reste un public, mais un public plus jeune dans une cible, de gens qui aiment sortir en boîte, qui aiment écouter la dance music, le funky, tout ce que vous voulez. On est plus sur Taylor Swift. Là, je suis sur Taylor Swift, sur Lady Gaga, je suis sur des gens comme ça, Orelsan et tant d'autres. Et voilà. Et puis je raconte, et encore une fois de plus, c'est un prétexte. Parce que généralement, je commence mon histoire sur Fun, j'ai le temps de parler, on va dire, allez, 25 secondes, et la 26e seconde, il y a Cyril Hanouna qui commence à faire son show, qu'on attend au bout de déjà 2 heures d'antenne, et les gens viennent écouter cette espèce de personnage qu'il est, et l'ambiance, qui synthétise les choses, et c'est un talent. C'est plus difficile de faire rire, on le sait, que de raconter. C'est comme quand vous faites une chanson. C'est plus facile de faire une chanson d'amour, les je t'aime, et tu m'as quitté, tu reviens, t'es parti, etc. C'est beaucoup plus facile, il y en a des millions. Alors qu'une chanson populaire, un peu à la Patrick Sébastien, des gens comme ça, ou à Annie Cordy, ou des gens Carlos, c'est beaucoup plus difficile de faire des grandes chansons populaires. Et de la faire un chef. Alors c'est vrai qu'avec Fun, vous avez retrouvé la radio, qui était votre autre passion, que vous faisiez beaucoup avec la télévision. Vous avez longtemps été sur Europe 1, jusqu'à votre licenciement en 2021, suite aux propos sur la chanteuse Oshi que vous avez tenus, qui ont déclenché une vive polémique, on s'en souvient. Vous avez subi une campagne de dénigrement assez terrible, malgré vos excuses à l'intéresser d'ailleurs. Et peu après, le chanteur Grand Corps Malade a sorti sa chanson « Des Jambos » qui vous critiquait, mais surtout qui utilisait votre voix sans autorisation. Vous êtes allé au tribunal pour ça. Expliquez-nous, Fabien, puisque là, il vient d'y avoir une décision de la Cour d'appel. Une décision du 17 octobre 2025, très importante pour l'histoire de la musique et pour le droit en France surtout. Alors, quand Grand Corps Malade utilise ma voix, on est au mois de juillet 2021. À ce moment-là, Éric Bureau, grand reporter au Parisien, pose la question en direct à Grand Corps Malade en disant, quelque part, il y avait une réponse dans la question, en disant, mais vous avez le droit de faire un duo avec Fabien Lecoeuvre, prendre sa voix et de faire un disque avec. Évidemment, Grand Corps Malade répond. Dans la chanson, évidemment, vos propos sont au début, au milieu, à la fin, vous slamez, ils sont montés même. Mes propos sont instrumentalisés pour qu'ils puissent écrire en disant vous, monsieur, machin, etc. C'est fait avec beaucoup de talent, d'ailleurs, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Et donc, évidemment, tout le monde est surpris. Et aux Parisiens, à ce moment-là, Grand Corps Malade répond oui, mon avocat m'a dit que la voix de Fabien Lecoeuvre était dans le domaine public. Donc j'ai le droit de le faire.
Ah bon, très bien. Tout le monde est très surpris. Tous ceux qui ont fait un peu de droit. Parce que vous avez fait sa déclaration sur une radio, c'est ça, hein, en fait. C'était sur une web radio, etc. Web radio, Bon, ça a pris une proportion, tout ça est instrumentalisé. Moi, je suis surpris que l'avocat conseille à Grand Corps Malade de dire que ma voix est publique. Elle est publique, c'est vrai en matière de droit. Quand il s'agit d'une radio ou d'une télévision, on a le droit de reprendre un extrait, elle est publique. Mais à partir du moment où on prend la voix, on la récupère, on la fait slammer et on l'inclut dans une chanson en duo, il y a ce qu'on appelle en matière de droit les attributs de la personnalité. Ça, c'est en école de droit, c'est la première année. Hein. Attributs de la personnalité, c'est le physique et la voix. Bien sûr. On ne peut pas revenir là-dessus. La propriété intellectuelle, c'est du vol. Exactement. Donc, on assiste à un vol au nom de quelques bons sentiments. C'est un vol notoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre, c'est comme ça. Et moi, je dis rien, parce que mais simplement mon avocat, Stéphane Loisy, attaque en première instance. Ouais. En première instance, je rectifie les communiqués de presse, on n'a pas perdu. C'est pas la même chose, en fait, c'est que ma demande n'a pas été prise en compte à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qu'on demande, la voix, on dit mais c'est du vol, le tribunal se déclare presque incompétent en première instance. Qu'est-ce qui se passe? Mon avocat, donc, fait appel. Ouais. Auprès de la Cour d'appel. Et l'arrêt qui est rendu vendredi dernier auprès de la Cour d'appel dit tout simplement, voilà, c'est qu'on vole la voix de quelqu'un, et ben il y a des textes de loi, on fait du droit, on dit, ben voilà, non, effectivement. Et pourquoi c'est très important? Je pense que les gens n'ont pas sous-pesé l'importance du 17 octobre 25. Parce que ça fait jurisprudence. C'est que je protège des millions de personnes qui demain on va voler leur voix, mais qu'on soit un journaliste, un chanteur, un acteur ou un à inconnu. des fins commerciales en plus, parce qu'il a gagné de l'argent encore malade avec cette chanson. Une chanson comme Des gens beaux, combien ça rapporte à votre avis? C'est plus d'1 million d'euros en matière de production, d'interprète, de droit d'interprète, de droit éditorial. C'est énorme. Quand vous vendez 500 000 albums avec cette chanson, et quand vous vendez et vous téléchargez 3 millions de fois le titre, ça rapporte de l'argent à quelqu'un quand même. Alors on peut se mettre derrière des bons sentiments. Moi, là où je suis surpris dans tout ça, quand je connais une maison comme Universal, qui est une grande maison de disques, depuis toujours, qui a un service juridique quand même très au point. Oui. J'imagine, entre 8 et 10 personnes travaillent. Comment la maison de disques autorise un duo avec une personne comme moi, peu importe, sans avoir un contrat d'interprète avec la personne. Fabien, il nous reste 30 secondes, juste un mot. Il y aura un pourvoi en cassation. Grand Corps Malade a dit qu'il allait se pourvoir en cassation. L'avocat de Grand Corps Malade a dit qu'il allait se pourvoir en cassation. Ouais. Bon, ça, après, moi, je ne suis pas suffisamment avocat juriste pour ça. Vous attendez que pourquoi pas, mais enfin, en attendant, la condamnation, elle est exécutoire. Évidemment. Donc, il n'y a pas de suspension, en tout cas, en cour d'appel. Quand c'est un arrêt de cour d'appel, évidemment, c'est du droit. Absolument. Et là, il n'y a pas de suspension. Donc, affaire à suivre dans 1 an ou 2, on verra bien. Comme pour Nicolas Sarkozy. Pas de suspension. On fait la peine. Merci beaucoup, Fabien, d'être venu. Je rappelle que votre livre, Nos années bonheur en chanson, est paru chez Fayard. On vous retrouve évidemment du lundi au vendredi sur W9, Tout Beau, Tout Neuf, et Fun Radio, Tout Beau, Tout Fun. On vous souhaite évidemment une très, très belle saison. Et Mathilde sera là dès demain avec un chanteur. Ça va vous faire plaisir. Frédéric François sera sur ce plateau avec nous. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.